Faut accoucher naturellement? L'hôpital est indispensable. Pas besoin de se préparer, tu vas perdre tes kilos direct. Dans mon métier, j'entends souvent les mêmes phrases revenir que mes patientes ont entendues pendant leur grossesse par des proches, par leur mamie, sur internet ou même parfois de la part des soignants. Certaines vous rassurent et d'autres vous stressent complètement. Moi c'est Charline Gaillot, je suis sage-femme et aujourd'hui je vous partage les pires conseils sur l'accouchement que j'entends encore et surtout ce que la science et l'expérience nous disent vraiment. Ma petite chérie, pour ton bébé, pas de questions à te poser. C'est l'hôpital qui accouche pour toi. Alors non mamie, c'est pas l'hôpital qui accouche, c'est la femme qui accouche. L'hôpital en fait, c'est un filet de sécurité. Que ce soit à l'hôpital ou à domicile, peu importe. En fait l'hôpital, c'est pas lui qui accouche, c'est les femmes qui font tout le boulot. Elles vivent les contractions, c'est elles qui poussent, c'est elles qui donnent naissance à leur enfant. Au même titre que lorsqu'il y a un professionnel de santé lorsque tu accouches à domicile. Donc il est temps d'arrêter de dire aux femmes que parce que la médecine s'est améliorée au fur et à mesure des années, ce ne sont pas elles les reines de leur propre accouchement. Ces dernières années, et c'est super, on a vu la médecine évoluer et donc rendre plus sécuritaires les accouchements. Et donc on a tenté de croire en tant que femme qu'on ne pouvait pas accoucher sans l'hôpital. Sauf que c'est faux. La réalité, qui vit les contractions? C'est la femme. Qui donne naissance à son enfant? C'est la femme. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit un accouchement médicalisé ou non, que ce soit à domicile avec un professionnel de santé ou encore en maison de naissance. Le corps sait faire. C'est la femme qui bosse, c'est son corps qui fait exactement tout ce qu'il y a à faire parfaitement. Mais par contre, s'il y a un souci, là, les soignants peuvent intervenir. Donc en fait, c'est plutôt un travail d'équipe, c'est pas l'hôpital qui accouche les femmes. Donc mamie, non, il n'y a pas forcément besoin d'accoucher à l'hôpital. D'ailleurs, sur ce sujet, on entend parfois tout le contraire. Ah oui, t'as raison. Et puis nous, avant, on accouchait chez nous. Le naturel, y a que ça de vrai. Alors non mamie, c'est pas ce que je dis non plus. Le meilleur accouchement, c'est celui que tu choisis, pas celui que les autres attendent de toi. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, les femmes se réapproprient leur accouchement et franchement, c'est super. Mais attention à ne pas tomber dans une nouvelle injonction en disant « la péri, c'est nul, l'hôpital, c'est nul, le mieux, c'est le naturel ». Le mieux, c'est le choix de chaque femme. Mais pour faire le choix, encore faut-il avoir les informations complètes, mais aussi les lieux pour pouvoir choisir d'accoucher à l'hôpital, à domicile avec une sage-femme, en plateau de technique, en maison de naissance. Donc que vous souhaitiez accoucher avec ou sans péri, à l'hôpital, à domicile ou en plateau technique, tous les accouchements se valent. N'oublie pas que l'accouchement, c'est pas une prouesse à réussir. L'accouchement, c'est un événement à vivre. En tout cas, l'accouchement, ça reste quelque chose d'instinctif. Pas besoin de se préparer. Alors, non mamie, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Se préparer pour l'accouchement, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Alors la réalité, c'est que je pense que, effectivement, les femmes pourraient très bien, super bien accoucher sans se préparer. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est moins connecté à ce qui se passe dans notre corps. En fait, c'est plus notre cerveau qui a besoin d'être rassuré, sinon on est flippé à l'idée d'accoucher. Et quand on est flippé, quand on est stressé, ça a tendance à freiner ce que le corps sait faire. Donc le but de se préparer, déjà, c'est d'avoir les informations pour rassurer le cerveau, pour le mettre en veille et pour laisser le corps faire ce qu'il a à faire le moment venu. Mais aussi, la préparation, c'est pas que les informations, c'est vraiment tenter dans son corps de se détendre pour mieux vivre l'intensité des contractions, mais aussi peut-être le stress lié à l'accouchement, voix basse ou par césarienne. Par exemple, avec de la sophrologie, de l'hypnose, pourquoi pas même du yoga prénatal. Mais allez, tant que vous êtes là, je vous donne une astuce très concrète et très simple à mettre en place. Prenez dans votre valise de maternité une sucette. Vous allez voir pendant les contractions, le fait de l'avoir en bouche, la succion plus le sucre, c'est un super remède contre la douleur. Bon, après, il existe encore plein d'autres conseils, donc faites votre prépa. Et tu sais, mamie, se préparer, ça aide aussi à mieux récupérer. Est-ce que tu sais qu'on peut préparer le périnée pour éviter les déchirures? Oui, enfin, pour le premier accouchement, on coupe toujours un peu pour laisser passer la tête de bébé. Alors non mamie, l'épisiotomie c'est pas du tout systématique. Non mais qu'est-ce qu'on doit pas entendre ici? Alors clairement, ce n'est pas du tout recommandé de se dire c'est un premier enfant, et bah tu sais quoi, ça aura du mal à passer, coupons absolument pas. Aujourd'hui, les recommandations, c'est de laisser naturellement l'accouchement, la naissance se faire et donc de laisser le périnée s'ouvrir naturellement avec la descente du bébé. Il arrive néanmoins qu'il soit nécessaire de faire une épisiotomie, mais dans ces cas-là, on ne peut pas le prévoir d'avance. C'est vraiment uniquement si la tête du bébé reste bloquée au niveau de la peau et que le bébé montre des signes d'urgence à naître au niveau du monitoring. Dans ces cas-là, il est possible de couper le périnée, d'ouvrir la porte pour accélérer la naissance. Mais c'est de moins en moins pratiqué en France. Alors qu'en 2016, il
y avait à peu près 20% des accouchements qui se passaient avec une épisiotomie, aujourd'hui on est descendu à 8%. Et franchement, c'est assez remarquable pour le souligner. Ah, et n'oubliez pas, aucun acte médical ne peut être réalisé sans votre consentement. Donc, si vous avez compris à quoi servait l'épisiotomie et que malgré ça, vous êtes 100% contre, dites-le à votre professionnel de santé. Et là, vous vous dites, oui, mais Charline, comment éviter d'avoir une épisiotomie? Alors, il semblerait que d'accoucher dans une autre position que sur le dos, ça peut aider, sur le côté, à quatre pattes par exemple, si et seulement si vous vous sentez à l'aise dans cette position. Et également, le fait d'accoucher sans péridurale fait qu'on sent davantage la poussée, qu'on maîtrise mieux sa force et ça peut limiter le risque de déchirure. Et enfin, parfois on parle de massage du périnée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, figurez-vous que ça peut être vrai, c'est pas efficace à 100%, mais on a remarqué que le fait de masser son périnée pendant la grossesse, ça diminue le risque d'épisiotomie, de déchirure et de douleur en postpartum. Donc franchement, ça vaut le coup. Et donc, comment se masser le périnée pendant la grossesse? Franchement, à partir de 34 semaines d'aménorrhée, ça suffit. Vous pouvez prendre de l'huile végétale sur vos doigts, ce sera plus simple, ça glissera bien. Et la zone à risque de déchirure ou d'épisiotomie, c'est la zone entre le vagin et l'anus. Donc c'est vraiment cet endroit-là qui est intéressant à masser. Vous pouvez donc mettre de l'huile sur le pouce et sur l'index, rentrer le pouce, une phalange ça suffit à l'intérieur du vagin et faire des formes de demi-lune à gauche puis à droite et vous pouvez également masser le périnée entre vos deux doigts, le pouce à l'intérieur, l'index à l'extérieur et je masse cette zone. Évidemment, ne forcez pas, ne vous faites pas mal et si jamais cette zone est difficile à atteindre, vous pouvez demander à votre partenaire de le faire pour vous. T'inquiète donc pas, à l'accouchement, une fois que bébé est sorti, c'est fini. Alors j'aimerais bien mamie, mais non, tout ne s'arrête pas au moment de l'accouchement. Entre les tranchées, la montée de lait, la fatigue, en fait le marathon du postpartum démarre et il est temps de mettre les vrais mots là-dessus. Déjà quand ton bébé est sorti, il y a encore le placenta qui doit sortir. Une fois que le placenta est sorti, on vous surveille en salle de naissance pendant au moins 2 heures pour vérifier que tout va bien et alors seulement vous allez en chambre d'hospitalisation en maternité. Et là, on continue de vous surveiller, mais surtout on commence à ressentir d'autres choses dans notre corps. Les tranchées, c'est-à-dire les contractions après l'accouchement qui peuvent être très surprenantes, mais tout à fait normales car c'est l'utérus qui se contracte pour reprendre sa taille initiale et éviter les saignements trop importants, donc utile. Mais aussi, la fatigue commence à s'installer, on peut commencer à avoir une montée de lait même quand on ne souhaite pas allaiter. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que oui, il y a des douleurs physiques, mais il y a aussi un impact mental après la naissance. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ne s'arrête pas au moment de l'accouchement. Et donc oui, c'est intéressant de se préparer à l'accouchement, mais c'est aussi intéressant de se préparer au postpartum. Parce que si je sais ce qui va se passer dans mon corps, si je sais ce qui va se passer dans ma tête, alors je l'appréhende mieux et donc je vis mieux mon postpartum. Et surtout, je connais les solutions parce qu'il existe des solutions. Mais de toute façon, à ce moment-là, vous êtes suivi par votre sage-femme et donc elle pourra vous conseiller des médicaments si besoin, mais aussi des astuces naturelles, de la surveillance et surtout du repos et prendre soin de vous. Oui, enfin, au moins tu vas perdre tous tes kilos d'un coup après l'accouchement. Alors spoiler, pas forcément, et ton ventre ne disparaît pas non plus en salle d'accouchement. Alors oui, c'est vrai qu'il est possible de perdre plusieurs kilos directement au moment de l'accouchement, facilement 6 kilos si tu additionnes le bébé qui pèse entre 3 et 4 kilos, plus le placenta, plus le liquide amniotique, plus le fait que l'utérus rediminue en termes de taille, mais pendant la grossesse, tu as également pris du poids au niveau de la graisse, mais également tu as pris des œdèmes, il y a également plus de poids au niveau de la poitrine qui a gonflé, et donc on ne perd pas tous les kilos de grossesse au moment de l'accouchement. Et ce qui peut être surprenant, c'est que lorsque tu te regardes dans le miroir le lendemain de l'accouchement, il est possible que tu observes toujours un ventre gonflé de femme enceinte de 7 mois. Et non, tu n'es pas anormal de ne pas retrouver un ventre extrêmement plat juste après l'accouchement, c'est normal. Ton corps a mis des mois pour se modifier. Ton ventre a mis des mois pour grossir. Laisse-lui le temps pour récupérer. Et après, je sais que vous me demandez toutes, oui mais Charline, en combien de temps je vais perdre tout ça? Vous savez quoi? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Il n'y a pas de norme. Pour vous donner des chiffres, au niveau de la consultation postnatale 6 semaines après l'accouchement, oui, il y a certaines femmes qui ont perdu tous leurs kilos de grossesse et d'autres non. Il y a même des études qui montrent que 1 an après l'accouchement, 7 femmes sur 10 n'ont pas perdu tous leurs kilos de grossesse. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner parce que prochainement, on vous sort une vidéo sur le postpartum et on aborde cette question. Donc en gros, si tu as toujours l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte le lendemain de l'accouchement, non, tu n'es pas anormal. Et à vous qui me regardez, ça ne sert à rien quand vous rendez visite à une femme qui vient d'accoucher de lui dire « t'es sûre que tu viens d'accoucher? T'as encore ton ventre tout gonflé ?» Quand on rend visite à la jeune maman, on peut amener le champagne. Il faut fêter ça. Avant d'allaiter, c'est pas si grave. Alors, c'est pas anodin quand même, mamie. Donc, oui, on peut s'organiser, mais
l'alcool passe dans le lait, donc attention. En gros, on sait que l'alcool dans le sang, c'est à peu près la même quantité qu'on peut retrouver d'alcool dans le lait. Donc on est quand même bien d'accord qu'on n'a pas envie de donner d'alcool à son enfant, donc on fait attention lorsqu'on allaite. Comment on s'organise si on a quand même envie de boire une petite coupe alors qu'on allaite? Soit on peut tirer son lait, comme ça on se dit ok, j'ai du lait sans alcool dedans, prêt et disponible pour mon enfant, et je peux, si besoin, en soirée, lors d'une réunion de famille, boire de l'alcool. Si jamais je veux juste boire une coupe, le meilleur moment pour boire cette coupe, c'est juste à la fin de la tétée. Et on sait qu'ensuite le corps va avoir besoin de 2-3 heures pour éliminer complètement l'alcool dans le sang. Et donc, ainsi ne plus avoir d'alcool dans le lait. Par contre, si les tétées sont peu espacées, si j'ai bu une coupe et que mon bébé réclame 1 heure plus tard, alors je ne pourrai pas lui donner le sein. Mais aussi, c'est pas qu'une histoire de est-ce qu'il y a de l'alcool qui passe dans le lait ou pas. Ça, on a compris, précaution. Mais quand on boit de l'alcool, parfois on perd en vigilance. Et donc, qu'on allaite ou pas, attention à la consommation d'alcool avec modération parce que vous êtes fatigué, souvent vous mangez pas régulièrement, donc attention de rester bien vigilant pour votre bébé qui a besoin de vous. L'accouchement, c'est un moment fort et il mérite mieux que des croyances dépassées. Chaque accouchement est unique, mais plus on est informé, plus on est prête. Alors si cette vidéo vous a aidé, partagez-la aussi aux jeunes parents autour de vous. Et vous, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Abonnez-vous à la chaîne pour nos prochaines vidéos.